Fidèles de la télévision du futur, vous avez raté un bout de votre billet politique sur TV+. Voici pour vous une rétrospective de votre chronique politique de la semaine écoulée. C'est fait, et de fort belle manière. Ils sont venus de Gamba, d'Omboué et autres recoins de l'Ogooué maritime. Ils sont venus se joindre aux Port-Gentillet déjà très mobilisés pour voir et surtout écouter ceux qui ont un autre discours que celui servi pendant toute une vie à cette population martyre marigovéenne. Le monde, il y en avait. Le message aussi, tout comme le comportement patriotique exprimant ainsi l'esprit responsable des organisateurs et des convives à ces noces de l'espoir, du nationalisme et du patriotisme. Même les nombreuses infiltrations opérées n'ont eu raison ni de la sérénité des disciples de l'alternance et adeptes de l'ordre, de la discipline et de la paix, ni de la détermination des populations. L'habituation aux contre-manifestations de l'opposition, Mouila, lors de la création du Front uni pour le changement, Libreville, novembre 2014, à l'occasion du dépôt de plainte contre Ali Bongo au tribunal de Libreville, et Port-Gentil une semaine plus tard. Cette habituation a véritablement affiné l'esprit de ses opposants au tempérament d'acier trompé. Un concert à ciel ouvert, tombé du ciel comme de la grêle, en plus gratuit dans une ville où il manque criardement de distractions le jour que l'opposition a choisi, après moult tentatives et tentations avec les autorités de l'Ogooué maritime, pour parler avec la population, aux mêmes tranches horaires, avec une brochette d'artistes capables d'attirer la tranche de la population cible des politiques. Si ce n'est pas de la provocation, ça, c'est sûrement une tentative de boycott qui, aux grandes dames des insidieux initiateurs, a viré au flop. Le Rutiran, Bungi Kouma, a avalé sûrement des couleuvres, mais a su aussi jouer à la prudence. Les Port-Gentillet, quant à eux, ont d'abord, en population digne, choisi l'utile et l'agréable est, pour certains, venu après et pour grand nombre, considéré comme pas utile. La rencontre de Port-Gentil a révélé plusieurs choses, à l'exemple aussi du discours des leaders de l'opposition, qui exprimaient à la fois la détermination qui est la leur d'arriver urgemment à l'alternance, tout en demandant à la population de rester éveillée et debout. Exhortation leur est aussi faite de changer les méthodes anciennes qui ont fait grand tort aux habitants de la capitale économique, avec les assassinats que tout le monde connaît, et dont les auteurs devront en répondre, et aussi d'autres actes de barbarie. Rester éveillé et debout et être prompt à agir, pas seul, mais tous ensemble pour que Port-Gentil ne soit plus seul dans ce qui sera un petit tourbillon pour la vague déferlante du peuple qui en a marre. Le peuple créera un cyclone qui essuiera ainsi les larmes de ceux qui avaient l'habitude de dire « Aïe, aïe, aïe !»
On juge la capacité d'humanisme d'un État dans la manière dont il traite la frange de sa population la plus faible. Il y a des États protecteurs comme il y a des États sacrificateurs. L'État n'étant qu'une organisation humaine, son fonctionnement est de ce fait tributaire de la qualité des personnes qui le dirigent. Si ce sont des aveugles, l'on ira tout droit. Si ce n'est dans un mur, ce sera dans un ravin sans chance d'en ressortir. Si c'est un État dirigé par des prédateurs, il n'y aura même pas un os à croquer par ceux qui sont dirigés, et si c'est un État dirigé par des ignares, c'est une catastrophe de folie assurée. Le Gabon est assurément un pays solide, car avec tous les travers observés depuis des décennies et la déconfiture vécue depuis l'arrivée des émergents d'une autre race, ce pays n'existerait plus. Trop de décisions à la vaille-que-vaille qui laissent les observateurs de la vie publique très dubitatifs. Prenons l'exemple du devenir de nos frères et sœurs sourds-muets du Gabon. Beaucoup de compatriotes ont réagi suite aux affrontements entre cette catégorie de citoyens qui, depuis un certain temps, se mettent en spectacle en se tapant dessus. Cela semble risible, voire incongru, mais la vérité est que la politique liée à la protection de ces derniers les y amène. Aucun schéma politique adapté ou élaboré à leur endroit. Aucune action sociale pérenne reflétant la volonté des autorités de ce semblant de pays normal. Même certains projets phares ont été détournés ou tournés en dérision. Dernièrement, la ministre de la Prévoyance sociale aurait décidé de faire passer une nuit qui s'est finalement transformée en des semaines aux handicapés moteurs dans la salle informatique des déficients auditifs à leur siège de Nzerayon. 2 semaines dans une salle inadaptée à l'hébergement, sans douche, sans paroi intérieure pour intimité, une salle d'ordinateur qu'un ministre met à la disposition des squatteurs qui n'ont pas hésité une seule seconde pour cuire leur repas au feu de bois sur le sol carrelé, prouvant ainsi le site pourtant bien entretenu par les sourds-muets qui ont décidé de ne pas laisser le scandale s'installer plus longtemps. Ils ont alors foutu dehors hommes, femmes et enfants envoyés par le ministre Dali au Castille. Les sourds-muets n'ont pas oublié que c'est un autre ministre d'un autre Bongo, cette fois Omar, qui avait décidé aussi en son temps, avant qu'ils ne se disent opposants aujourd'hui, d'écourter leurs études et les laissant sans qualification du fait d'avoir transformé le complexe destiné à leur formation professionnelle en foyer pour toujours les handicapés moteurs, malgré les nombreux sites qui leur sont attribués, faisant alors des sourds-muets des sans-emploi aujourd'hui. Lui, Gaston Maïla, car c'est de lui qu'il s'agit, a sur sa conscience l'état de précarité dans lequel se trouvent ces Gabonais, tout comme Marie-Françoise Dikumba a aussi sur sa conscience la fameuse bastonnade infligée aux handicapés moteurs à l'école des sourds-muets. La patronne de la prévoyance sociale d'Ali Bongo a, semble-t-il, ignoré que les sourds-muets ne savent et ne peuvent pas dire « aïe 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 ». Le dialogue social appelé de tous ses voeux par Ali s'est ouvert le 27
novembre dans un climat tendu, car fait de grande méfiance. En effet, suite au décret du 17 novembre 2014 portant création de la commission ad hoc sur le dialogue social, le Premier ministre Daniel Onaondo a lancé les travaux de cette réflexion devant s'étaler sur 2 semaines et qui rassemble gouvernement, leaders syndicaux et patronats. Bien que cette initiative soit louable dans l'esprit de faire avancer dans une énième tentative la condition des travailleurs gabonais, voilà que les forces obscures du pouvoir émergent n'ont pas loupé, comme d'habitude, l'occasion de se mettre en action dans leur propre style. Au centre de ce qui est maintenant un couac, à l'image de ces nouvelles négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, le mauvais choix de certains membres du bureau de la commission ad hoc. Il s'agit des représentants des syndicats dont la majorité des syndicalistes disent que ces derniers n'ont plus d'assises syndicales pour y siéger. Ceux qui sont considérés comme des canards boiteux du syndicalisme, ceux qui seraient à la solde du pouvoir émergent, selon certains syndicalistes, ne seraient pas bien placés pour défendre vigoureusement les intérêts des travailleurs, mais feraient plutôt le jeu du 5e gouvernement d'Ali en 5 ans, qui semble, par cette voie, la vouloir engager des négociations façon avec les syndicalistes. Mais, alors, comment le Premier ministre pense-t-il pouvoir sortir, cette fois-ci, de ces assises, selon ses propres mots, avec, je cite, des propositions concertées, solides, durables et soutenables, en lieu et place des solutions partielles du passé, des demi-réponses aux problèmes posés ou des petites solutions sectorielles et limitées dans le temps. Fin de citation. La feuille de route que le Premier ministre vient de donner à la Commission n'est pas moins que le passage en revue d'un vaste programme sur la révision du Code du travail, la renégociation des conventions collectives, l'organisation des élections professionnelles et la mise en place du Conseil du dialogue social, l'examen profond du traitement de l'argent public, parapublic et privé, du principe du système de recrutement, de rémunération et de primes, de la revalorisation des pensions et des retraites, de la gestion des personnels dites de la main-d'œuvre non permanente et du suivi des carrières. Toi, sans être pessimiste, Daniel, comment faire tout ça en 2 semaines, alors qu'en 3 années, soit 156 semaines de trêve sociale, Ali n'a pas pu faire ça. Quoi? C'est après 5 ans de présidence qu'Ali se réveille enfin et cause, ou bien parce qu'il y a la tension sociale aiguë, tension qui déstabilise le pays et son pouvoir. Ah, c'est vrai que je ne dois pas oublier que c'est la terre rare, Daniel. Si l'on veut tuer les grèves à répétition ou gagner du temps pour Ali d'ici la présidentielle 2016, là, je tire mon chapeau aux éminents penseurs de l'émergence. Soyons sérieux, tout de même, monsieur le Premier ministre. Car au-delà des mots et des beaux discours que l'on nous sert depuis 2009, laissez-nous avancer. N'oubliez pas qu'il s'agit de la vie des travailleurs gabonais, présents et futurs, et que ces négociations doivent se faire de manière sérieuse et réaliste, avec des acteurs du syndicalisme sérieux, rigoureux et enclins à défendre avec dignité et raison les statuts et les droits des travailleurs, et non pas avec des canards boiteux, terme désormais consacré, canards boiteux à la recherche des perdiens. Mais là, c'est une autre affaire. Car si les vrais leaders syndicaux siègent à la commission ad hoc de ces négociations sociales, là, je crois que
pour se dédouaner, le gouvernement de Daniel va dire haut et fort pour qu'Ali les entende bien. Aïe, aïe, aïe! À nous retrouver pour de nouveaux billets politiques dès le début de la semaine prochaine.